Eh ben bonjour, Pierre Athanas, vice-président environnement à la métropole de Lyon. Et donc je me propose de vous présenter le plan nature de la métropole de Lyon à mi-mandat. Donc hop, la métropole de Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un gros territoire, 59 communes. 51% du territoire est urbanisé. Il reste 49% soit en territoire agricole, soit en milieu naturel, hein, plutôt forestier. On se heurte évidemment, comme tout le monde, à une accélération du dérèglement climatique, hein, qui va au-delà des scénarios les plus pessimistes d'il y a quelques décennies. L'effondrement de la biodiversité, qui est vraiment quelque chose d'important, on va le voir tout à l'heure. Et le phénomène vraiment qui prend vraiment de la place dans les esprits et vraiment dans la population, ce sont les canicules. Ça, vraiment, autant les professionnels, les sécheresses, c'est vraiment ce qui préoccupe, hein, les jardiniers, les forestiers, les agriculteurs, mais assez peu le grand public. Les canicules, par contre, c'est vraiment la chose qui fait peur, et on peut le comprendre, hein. L'INSEE a annoncé ces chiffres au mois d'avril dernier. L'année dernière, canicule 2022, 11 000 morts en France. Donc on est vraiment maintenant sur un problème de santé publique. 21% des plantes indigènes de la métropole ont disparu. Donc on a l'habitude de parler des espèces animales qui s'effondrent. Il faut bien voir que dans le règne végétal, c'est la même chose, c'est peut-être même pire, et on y fait encore moins attention. Et c'est évidemment principalement les espèces des milieux humides, les espèces de milieux agricoles qui disparaissent le plus vite. Pareil pour la biodiversité animale, milieu agricole et milieu humide, ce qui ne veut pas dire qu'en ville, tout va bien. Attention, parce que certains pensent que finalement la biodiversité vient en ville. On a une certaine biodiversité, mais il y a des espèces qui ne viennent pas, qui ne viendront jamais en ville. Ce n'est pas parce qu'on a quelques couples de faucons pèlerins sur Lyon ou à proximité immédiate que la biodiversité est revenue. C'est vraiment, ça, ce serait vraiment un leurre. Évidemment, il nous faut plus de nature pour plus de biodiversité, pour le climat, le bien-être. Ça, on a toujours planté, vraiment les plantations urbaines, les plantations d'alignement. Ça a été revu au 19e siècle et on a toujours planté ça pour embellir, parce que les gens aiment bien. Donc toujours le bien-être, ça devient vraiment d'autant plus important maintenant à cause de l'urgence des températures. Les services écosystémiques, donc vous connaissez ça, j'imagine. Ce qui est vraiment important, c'est de rappeler que c'est 105 000 milliards d'euros chaque année. Ça a été chiffré par la FAO, qui n'est pas une organisation écolo, hein. Donc on est vraiment on est en train de perdre vraiment quelque chose d'énorme. On y reviendra tout à l'heure sur les pollinisateurs, mais si les pollinisateurs continuent de disparaître, la pollinisation artificielle va coûter des fortunes. Et du coup, certains aliments ne seront plus accessibles à certaines couches sociales. On est sur des problèmes qui sont très très importants. Voilà, quand je suis arrivé à la métropole, en tant qu'élu, hein, voilà comment on m'a présenté la métropole. Et c'est quand même assez extraordinaire. On est presque dans le parc de la Vanoise, hein. Quand on enlève Lyon, Villeurbanne et un petit peu Saint-Priest, on se retrouve avec quelque chose de très très vert. Et à la limite, ça veut dire que je n'avais pas grand-chose à faire pendant mon mandat. Mais ce n'est pas si clair que ça. Et je vous invite à regarder la commune tout en haut, Quincieux, et les communes de l'Est lyonnais, ici. Donc ça, ce n'est pas quelque chose de mensonger, c'est réellement la végétation. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est l'indice de canopée. Et là, on voit la différence. Vous voyez Quincieux en haut, vous voyez tout l'Est lyonnais. Et là, on est dans des milieux agricoles qui n'ont plus d'arbres, plus de haies, qui se transforment dès les moissons, début juillet pour les céréales, un petit peu plus tard pour le maïs, des îlots de chaleur. Au niveau agronomique, c'est effectivement pas bon du tout, même si maintenant certains agriculteurs sèment des couverts après les moissons. Donc voilà la situation dans laquelle on est et qui appelle vraiment à travailler de toute urgence. Ça n'a jamais été aussi difficile, et pour les professionnels qui sont là, de travailler en ce moment, de faire reprendre les arbres, hein, de faire pousser des arbres, vu les sécheresses, vu les canicules qu'on a, et pourtant on n'en a jamais eu autant besoin. Donc l'idée a été de faire un plan nature, et voilà, je suis très attaché au terme nature et non pas biodiversité. Moi j'aimerais bien qu'on se rappelle ce que c'est que la nature.
Plan nature qui est porté essentiellement par deux directions, la direction de l'écologie, la direction du patrimoine végétal. Donc vous voyez, hein, les petits ronds rouges, c'est l'écologie, les petits ronds verts, c'est les forêts urbaines. Pourquoi le plan comme ça? Évidemment, pour répondre à l'urgence, on a besoin de moyens qui sont des moyens importants. Et le plan nature en tant que tel, hein, avec les budgets sur ces deux directions, ça représente quelque chose comme 49 millions et demi d'euros en investissement, plus évidemment le fonctionnement. Mais ce plan nature s'impose à toutes les directions opérationnelles de la métropole, que ce soit l'urbanisme, les différentes sociétés publiques locales, la voirie, la direction de l'eau, la direction du patrimoine, la direction du nettoiement. Et chaque fois qu'il y a des opérations, elles font référence au plan nature. Par contre, c'est bien financé sur leur budget propre, ce qui donne une force effectivement de frappe. Et on verra 2-3 exemples de très beaux projets de renaturation notamment qui sont portés par des directions qui sont autres. Donc un plan nature en 6 axes. La nature, à travers les outils de planification, je vais y revenir tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça peut paraître très technocratique, et pourtant, c'est vraiment là qu'on va pouvoir agir de façon massive. Restaurer les corridors écologiques, ça dans une métropole qui est autant urbanisée, qui a grossi aussi vite ces 20 dernières années, il y a absolument besoin de corriger de grosses erreurs qui ont été commises. Développer les espaces de nature, évidemment dans les espaces publics, les collèges, etc., du patrimoine métropolitain, de façon à ce qu'on puisse être exemplaire. Alors, ce n'est pas qu'on veut être les meilleurs, mais nous, on a les moyens de pouvoir tester des choses, de pouvoir massifier les choses pour essayer d'entraîner les sociétés publiques locales, les communes, voire les communautés de communes qui sont autour ou les départements. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est également important. Accompagner la végétalisation dans l'habitat privé. Je vais y revenir tout à l'heure. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important. On ne peut pas rester uniquement sur nos domanialités, sur le domaine public, sinon on ne va végétaliser que 30% du territoire. Il y a 70% du territoire qui est du domaine privé. Il faut absolument qu'on puisse aider ces propriétaires à planter de façon importante. Promouvoir et mettre en valeur le patrimoine arboré, bien entendu. Observer et expérimenter, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Ce plan-là, vous voyez les 6 axes, mais le socle, vraiment, c'est la végétalisation. Il faut absolument qu'on arrive, pour l'ensemble de ces choses-là, à redonner de la végétalisation sous différentes formes, on va le voir. On ne retrouvera pas de biodiversité, on ne retrouvera pas de fraîcheur, on n'arrivera pas à lutter contre le dérèglement climatique en stockant du carbone si on ne plante pas massivement. Donc ça, c'est le socle. Et la priorité numéro 1, ce sont les insectes pollinisateurs. Les scientifiques sont unanimes là-dessus. Il y a eu des études et des regroupements d'études, des synthèses d'études qui ont été publiées il y a 4 ans maintenant, qui nous montrent que si on ne fait rien très rapidement pour inverser la courbe, d'ici la fin du siècle, on aura perdu les insectes pollinisateurs. Donc c'est vraiment une urgence absolue. Les outils de planification, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Donc il faut arrêter cette urbanisation, bien évidemment. Vous avez tous entendu parler de la position du président du conseil régional qui veut arrêter le zéro artificialisation nette, alors que c'est juste par là qu'il faut commencer. Il est hors de question de continuer à urbaniser des terres agricoles, urbaniser des milieux naturels. On n'a pas encore attaqué, nous, de révision du plan local d'urbanisme et d'habitat, mais on est à la 2e modification depuis qu'on est élu. On augmente les espaces boisés classés, les espaces verts à valoriser, et surtout, on rétrozone des zones qui, dans la révision précédente, du mandat précédent, avaient prévu que des espaces agricoles ou naturels deviennent urbanisés. On les a remis dans leur destination d'origine. Ça a été vrai pour 80 hectares dans la précédente modification, et ça va être à peu près la même chose dans la modification qui part en consultation dans quelques semaines. Donc vraiment des choses qui sont importantes. Quelque chose qui a paru peut-être un petit peu encore plus technocratique, c'est augmenter le coefficient de pied de terre. Quand vous avez un immeuble qui se construit, 4, 5 étages, voire plus, vous avez toute la partie aérienne qu'on voit,
Et dessous, on faisait des parkings souterrains qui étaient beaucoup plus grands pour pouvoir mettre 2 voitures, 3 voitures par appartement. Et du coup, 20-30 cm de terre dessus, pas possibilité de planter des arbres, sec dès qu'il fait beau, et surtout, l'eau ne rentre pas à la parcelle. Donc, augmenter le coefficient de pleine terre, c'est vraiment quelque chose d'important. Et encore une fois, même si ça peut paraître un petit peu loin, ça va permettre effectivement de végétaliser et de réimperméabiliser à la parcelle. Donc, planter de façon très, très massive. Lors des 2 mandats précédents, la métropole de Lyon plantait entre 1200 et 2000 arbres par an. L'an dernier, les services ont planté presque 25 000 arbres, c'est 24 884. Et cette année, ce sera 32 000. Donc là, il y a une petite partie du service Nature et Fleuve qui assure les plantations. Donc vraiment, les féliciter, parce que c'est vraiment, on est vraiment passé à quelque chose de supérieur. Les entreprises ont effectivement joué le jeu aussi. On n'est pas monté d'un seul coup. Planter des arbres, effectivement, même si on a bien commencé à anticiper, on a fait les fosses de plantation, on a tout bien fait avant la saison de plantation. Il n'empêche que pendant 2, 3, voire 4 ans en période de sécheresse, il va falloir les arroser, il va falloir les entretenir. Donc on est monté en puissance et je pense que l'année prochaine, on arrivera à des plantations encore plus importantes et des plantations qui ont maintenant plusieurs formes. Je vous ai dit tout à l'heure, 49,5 millions de budget, le plan nature, mais une des lignes avait été asséchée. Il était de moins que ça, il était de 44 millions, le plan nature. Et toute la ligne sur la plantation des arbres vraiment urbains, les arbres d'alignement, les arbres des places, en 3 ans, on a mangé les 5 millions de la ligne budgétaire et on a remis, il y a 1 mois, 5,5 millions pour finir le mandat. Donc vraiment une politique très très forte de massification des végétaux. Planter autrement, ça c'est évidemment quelque chose de très important. Cette rue-là, qui est tout près de l'hôtel de la métropole, c'est ce qu'on appelle une rue des enfants, circulation interdite, c'est piéton. Les enfants, avant de rentrer à l'école, peuvent s'amuser, peuvent discuter, peuvent jouer. Quand ils sortent de l'école, pareil. Et ici, des plantations. Plantation qu'on fait maintenant sans bordure. Quand il pleut, l'eau s'écoule bien dans les fosses de plantation. Et chaque fois qu'on peut, et on le voit bien ici, des banquettes continues. Très important d'être en banquette continue plutôt qu'en fosse. Ça, c'est des choses qu'on sait, vraiment les travaux qui ont été faits en forêt l'ont bien montré. Les arbres communiquent entre eux, soit directement lorsque c'est la même essence, les anastomoses des racines, soit par les mycorhizes. Si on a des arbres qui communiquent entre eux, avec effectivement des mycorhizes qui sont importantes, des arbres qui seront beaucoup plus résistants au stress en général, mais à la sécheresse en particulier. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis je vais vous montrer ce qu'on fait derrière. Ça, vous avez le côté pile et le côté face. Voilà. Donc la récupération de l'eau également, de façon à déconnecter l'eau pluviale du réseau d'assainissement. 80% du réseau d'assainissement de la métropole de Lyon est un réseau unitaire. C'est-à-dire que les eaux pluviales vont avec les eaux ménagères, les eaux grises, et tout ça, ça part dans les stations d'épuration. Un peu dommage d'aller nettoyer des eaux pluviales dans les stations d'épuration. Et lorsqu'on a des orages importants, les stations d'épuration sont saturées et donc du coup ne dépolluent absolument plus rien. Donc on s'est lancé dans une grosse politique de désimperméabilisation. Là, on le voit, donc 2 techniques différentes, mais on est toujours sur le même principe. Donc, sur la photo de gauche, on n'a pas encore planté. C'est un chantier qu'on a fini un petit peu tard. On l'a fini en mars. Et en mars, nous, on ne plante plus de façon à ce que vraiment les arbres résistent bien à la sécheresse. Ils racinent pendant l'hiver, les arbres. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et vous voyez sur la gauche, à la place du caniveau, on a une tranchée drainante, une tranchée qui fait 40 cm avec des gros éléments, des pierres. Ça rentre par là. C'est un petit peu le principe des tranchées de Stockholm, pour ceux qui connaissent. L'eau s'infiltre par là et alimente la fosse de plantation. On a un programme LIFE, un programme européen qu'on mène avec l'Office français de la biodiversité, où on mesure une multitude de choses, dont la croissance, la biodiversité. Et on s'aperçoit que lorsqu'on a un dispositif comme ça, que ce soit sur les arbres séparément, on appelle ça des arbres de pluie, ou là, on gagne évidemment en croissance et on gagne en biodiversité. Et c'est quelque chose qui
qui est un vrai changement par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années, où on mettait toujours des bordures parce qu'on avait peur que l'eau de pluie soit polluée et amène effectivement de la pollution aux arbres. On voulait protéger les arbres et du coup on les coupait d'une alimentation en eau qui est importante. Donc là on est bénéficiaire et sur la gestion de l'eau et sur la croissance. Et comme on végétalise beaucoup, on gagne et en biodiversité et en fraîcheur. Vous voyez que chaque fois qu'on peut planter en banquette continue comme ça, on plante des arbres souvent d'espèces différentes, avec des tailles différentes, et on plante également des arbustes. On a un site sur la rue Garibaldi où on mesure des tas de paramètres, la tensiométrie, l'hygrométrie, la croissance des branches selon la température, etc. Et surtout la température. Et on s'aperçoit que lorsqu'on a, alors là c'est un peu luxueux sur Garibaldi, on a 4 strates différentes, des grands arbres, des arbres de petit et moyen développement, des grands arbustes, des couvre-sols. On gagne sur la moyenne des 4 mois d'été, juin, juillet, août, septembre, on gagne 4,2 degrés en moyenne. Et pendant les épisodes de canicule, on gagne 7,4 degrés. Donc on répond vraiment à une véritable attente et de confort et une attente sanitaire de rafraîchir. Et ça, on ne peut le faire que si on plante très très massivement. Rappelez-vous, les arbres d'alignement à Lyon, autant au 19e siècle, c'était tous les 7 mètres. Dans les années 70, c'est passé à 14 mètres, ce qui était pratique. Un platane, 2 places de stationnement, un platane, 2 places de stationnement, ce qui faisait une zone d'ombre, une zone de chaleur, une zone d'ombre, une zone de chaleur, et on ne rafraîchit pas les villes comme ça. Donc il nous faut vraiment des zones d'ombre qui soient le plus homogènes possible, des strates différentes, de façon à ce qu'on ait vraiment une bulle d'humidité, et c'est vraiment, on se sert de l'évapotranspiration pour rafraîchir les villes. Donc toujours dans le même principe, ça c'était une rue avec un rond-point au milieu, enfin une rue, un croisement avec un rond-point au milieu, très minéral, même si on avait effectivement des platanes autour et puis des places de stationnement entre. Donc là, on a décrouté, donc enlevé le gazon, mis de la terre. Ici, pareil, on a fini un petit peu tard, on a fini en mars, les arbres n'ont pas été plantés, ils seront plantés cette saison, et on plante massivement des arbustes. Même principe, on a l'eau qui rentre directement dans les plantations, on a déconnecté l'eau pluviale du réseau d'assainissement. Végétaliser autrement, c'est également des forêts urbaines. Alors c'est un sujet dont on parle beaucoup dans les villes. Ce matin encore, je lisais que Paris était très content. Ils venaient de faire leur première forêt urbaine, une forêt Miyawaki de quelques centaines de mètres. Ils ont beaucoup de difficultés. Sur la métropole de Lyon, une forêt urbaine, c'est 2 hectares à 2,5 hectares. Et c'est pas du tout du Miyawaki. On va l'essayer sur certains endroits, à l'intérieur de plantations comme ça. On est plutôt sur des plantations de type classique, ce que pratiquent les forestiers privés ou l'ONF, avec des interdistances d'1 mètre, en mélangeant les essences et en mettant des arbustes et des arbres. Sur la Part-Dieu, pour ceux qui connaissent, quand on sort de la gare de la Part-Dieu et qu'on va en direction du centre commercial, ici on va faire un boisement qui fera 1,1 hectare, donc qui ne rentre pas dans les critères, donc on ne l'appelle pas forêt urbaine, donc on l'appelle boisement, le boisement bouchu. Et à la place de ce boisement, quand on est arrivé, en projet, il y avait une grande tour de plusieurs dizaines d'étages qui était prévue. Donc ça veut dire qu'il faut également, il ne suffit pas de planter les arbres pour cacher un petit peu une urbanisation qui peut être délirante. Il faut vraiment s'attacher d'abord à l'urbanisme et la végétalisation est un des outils de l'urbanisme. Mais ce n'est pas quelque chose qui est là pour arrondir les dossiers un petit peu trop anguleux qu'on peut avoir. Le marathon de la biodiversité, donc ça c'est un dispositif qu'on mène avec l'agence de l'eau où on plante des haies. Là je vois qu'il y a quelqu'un d'Arthropologia, donc on a pris 4 associations, FNE, la LPO, Arthropologia et le Conservatoire des espèces naturelles, qui prospectent, qui cherchent des propriétaires qui sont d'accord pour accueillir des haies. Les haies sont financées par l'agence de l'eau et par la métropole. Donc la plantation est réalisée. Ce sont que des jeunes plants avec le label végétal local. Et l'hiver dernier, on en a planté un petit peu plus de 7 km. Et cette année, il y en aura 13 km qui seront faits et qui va nous permettre de pouvoir entrer, vraiment de végétaliser un petit peu cette partie agricole qui, pour l'instant, est si dépourvue de végétalisation. Tout à l'heure, je vous disais le dispositif
d'aide à la végétalisation des privés. Donc ça, c'est un exemple assez intéressant dans le troisième. Alors là, c'était un bailleur social. Ce dispositif, pour l'instant, est à disposition des bailleurs sociaux, des copropriétés. On finance 50% de la plantation avec un bonus de 10% s'il y a du végétal local, un bonus de 5% s'il y a des fruitiers. On finance jusqu'à 1 500 €, donc la totalité à 100%, les études préalables, et on finance également l'accompagnement qui peut être fait par les associations à la demande évidemment des gestionnaires. Donc ça fait une aide qui est vraiment conséquente et qui va permettre effectivement de travailler sur ces fameux 70% de privés. Et ce chantier est d'autant plus important parce que là on est dans le troisième, on se retrouve dans une rue où on n'avait pas la possibilité de planter, beaucoup trop de réseaux. On a une école à côté, donc ça la ville de Lyon va s'en occuper, va désimperméabiliser, va végétaliser, mais pour l'instant c'était juste abominable, aller plein sud, et c'était, imaginez, au mois de juin de 2022, la chaleur qu'il faisait ici. Et là ça nous permet effectivement de végétaliser de façon importante. Et ça c'est vraiment un dispositif qui marche bien, tant et si bien qu'on avait prévu 100 résidences pendant le mandat, on en est à 83 là, en 2 ans. Donc on refait une nouvelle mouture qu'on va élargir aux pavillonnaires. C'est vrai qu'on a certaines communes où on a énormément de pavillonnaires, et également à tous les, je ne sais pas comment on dit, tout ce qui est médico-social, hein, les centres de handicapés, les centres de rééducation, qui ont beaucoup de foncier mais qui n'ont pas les moyens de planter. Et donc ça permettra effectivement de planter beaucoup plus. Alors c'était un dispositif assez innovant et on est vraiment beaucoup contacté actuellement par d'autres agglos françaises qui vont essayer de faire la même chose. Donc les insectes pollinisateurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, 80% des insectes pollinisateurs ont disparu d'Europe occidentale, ont disparu d'Amérique du Nord. On est un peu moins documenté sur l'Amérique du Sud et sur l'Afrique, mais on est vraiment dans une catastrophe. Là, vraiment, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. C'est absolument dramatique. 80% des végétaux qu'on a dans la région sont pollinisés par les insectes, que ce soit des chênes, que ce soit des pâquerettes. On a besoin de ces insectes-là. On a déjà des baisses de rendement, les agriculteurs s'en rendent compte, même si malheureusement pas suffisamment agissent, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est d'autant plus important que 84% des végétaux que nous consommons sont pollinisés par les insectes. Si on continue comme ça, nos enfants, nos petits-enfants ne pourront manger plus que du riz et des céréales, sans sauce tomate, puisque les tomates ont besoin d'être pollinisées, bien évidemment. Et c'est ce que je vous disais, effectivement, il y a maintenant certaines entreprises, certaines start-up qui commencent déjà à travailler à l'après-insecte avec des robots, avec des drones minuscules pour polliniser. Imaginez le prix du kilo de fraises, de tomates ou autres, même de salades. Hein. Même si les salades sont les feuilles qu'on mange, on a besoin de graines pour pouvoir les semer. Donc on est vraiment sur quelque chose d'absolument énorme, enfin moi qui me hante en tout cas. Et là, il nous faut absolument planter des végétaux qui vont fleurir sur toute l'année. Ça c'est important. Si vous plantez des tilleuls, c'est génial le tilleul. Quand vous êtes sous un tilleul au mois d'avril, mai, c'est une orgie gastronomique, hein. Ça bourdonne de tous les côtés, mais ça ne dure que 15 jours. Il faut absolument que les insectes puissent trouver à manger dès les premiers jours de février, parce que février, dès qu'on a un jour un petit peu chaud, on a des abeilles, on a des bourdons, il faut absolument qu'ils s'alimentent. Et ça, évidemment, jusqu'à octobre-novembre. Et c'est vraiment très important. Une réalisation qui a été faite au Parc de Paris l'année passée. On a eu un gros souci avec cet alignement. Alors en plus, il se trouve que c'était des tilleuls argentés, vraiment espèces à proscrire hein, par rapport aux insectes pollinisateurs. Mais ce n'est pas pour ça qu'on les a abattus. Hein. Les arbres avaient pris une pourriture dans les racines et les arbres tombaient. Un alignement qu'il a fallu abattre en pleine période de végétation, début juillet l'année passée, 120 tilleuls qui ont été abattus donc, par une entreprise et le service parc et jardin de la métropole, je leur avais donné pour consigne de planter pour les pollinisateurs. Donc de planter avec effectivement cette floraison sur la période la plus large possible, avec des hauteurs différentes également pour rafraîchir. Ils ont fait une liste hein, de végétaux.
Liste qu'on a fait valider par Arthropologia, qui a fait 2-3 correctifs. Et voilà ce que ça donne. Donc première année de plantation, ça c'est au mois de septembre. Donc voilà. Donc on a maintenant 250 arbres de grand et moyen développement, 650 arbustes de grand développement et 1250 petits arbustes et couvre-sol. Floraison, amandier, romarin dès février et on va jusqu'à l'automne. Ici, et on est effectivement plus large, cette plantation-là. Donc en tout, ça doit faire un peu moins de 500 mètres de long, mais ce double alignement, ça représente un demi-hectare de plantation. Donc travaux après donc, dessouchage, décompactage en profondeur, amendement organique, plantation, paillage, et évidemment cette année, voilà, comme tout le monde, sécheresse, donc les végétaux ont évidemment été arrosés. Et ça, c'est vraiment une très très belle réalisation. Un sujet, moi, qui m'importe également beaucoup, ce sont les corridors écologiques. On en a parlé tout à l'heure. Hein. Il faut absolument qu'on corrige un petit peu toute cette urbanisation un peu délirante. Hein. Et on a identifié 12 corridors prioritaires. Alors, quelquefois, c'est un correctif qu'il faut faire sur quelques centaines de mètres. Alors là, il faut casser du génie civil. Il va falloir... voilà, on n'est pas forcément sur des choses très longues. Et après, on en a un qui est plutôt ambitieux. Hein. C'est de relier le parc de Paris au Grand Parc. Donc toute la partie est-ouest, parc de Paris, Saint-Priest, c'est relativement facile. Là, on est plutôt en train d'épaissir la forêt de Feuilly. Après, on part plein nord. Ce n'est pas toujours très simple jusqu'à Chassieux. Et quand on arrive à Dessines, là, vraiment, on est dans le dur. On arrive au Grand Stade. Donc là, j'avais négocié avec l'OL Group à l'époque de Jean-Michel Aulas. Et on va lui prendre un petit peu de terrain sur les terrains d'entraînement. Enfin, sur ce qui borde les terrains d'entraînement. Et je vous assure que si l'OL est si mal placé dans le classement actuellement, je n'y suis pour rien, on n'a pas commencé. Hein. Mais voilà, après, on a une grande friche qui va être urbanisée, une friche qui fait 6 hectares qui va être urbanisée. On fait d'abord le corridor écologique et les promoteurs planteront de chaque côté. Et après, on est dans du pavillonnaire. Et là, on fait de l'acquisition foncière de façon à ce que le corridor écologique puisse effectivement passer. Après, je vous dis, on en a quand même des plus simples que ça. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est juste indispensable et qui viendra en complément de tout ce qui, j'espère, qui verra le jour. Hein, mais on est vraiment dans les discussions actuellement avec le SCOT, hein, le schéma de cohérence territoriale, qui prévoit une grosse ceinture verte qui sera vraiment en bordure de tout l'Est lyonnais. Mais là, il va falloir quand même quelques années et j'ai peur quelques décennies pour arriver à le faire. Donc le corridor a d'autant plus d'intérêt d'être réalisé. Les renaturations, on a quelques beaux exemples de renaturation et j'en ai pris 3 parce que c'est des beaux projets, mais parce que ça illustre vraiment la philosophie du plan nature, à savoir qu'ils ont été menés par des directions différentes. Et ça vous rappelle le schéma que je vous présentais tout à l'heure. Donc la plaine aux œufs d'Yquem, donc là on est dans le cadre d'une ZAC, on est près du parc de Paris, sur le territoire de Saint-Priest, une grosse friche qui fait 12 hectares, je vous la montrerai tout à l'heure. Plaine aux œufs d'Yquem parce que c'est le site de rassemblement post-nuptial des œufs d'Yquem le plus important de la région. Il y a une centaine de d'Yquem qui s'y rassemblent, parce qu'on a du crapaud calamite et parce que c'est un site où on va faire des actions de protection, on va replanter, ressemer des xéranthèmes fétides. Donc sur ces 12 hectares, vous le voyez, toute cette partie grise, on va la garder moche. Le Dycnem, c'est une espèce qui a mauvais goût, une espèce stépique, surtout pas de végétation, elle a besoin d'y voir très très loin. Donc on va la garder comme ça, avec les matériaux qui sont sur place. Les travaux ont été réalisés. On voit sur le bas de la diapositive, on voit des tasses et des andins. Tout ça, ça a été complètement aplani tout récemment. Les travaux sont en cours encore en ce moment. On fait une ceinture verte avec des plantations de haies tout autour. On isole cette partie-là et cette partie-là restera fermée au public. On est vraiment là en protection stricte pour ces animaux-là. Quelques observatoires qui vont être installés là où on a les traits rouges, de façon à ce que les gens puissent voir. Et il y aura des panneaux d'information, parce qu'on est quand même sur 3 espèces, non seulement qui sont souvent inconnues du public, puis qu'on des noms pas possibles, quoi. Le Dycnem criard, le crapaud calamite
et le xéranthème fétide. Là, c'est vrai qu'on joue quand même de malchance. Donc, on va essayer de faire aimer ces espèces-là. Et une partie, là, qu'on voit plutôt verte, où ce sera plutôt un lieu d'accueil pour des animations. Et lieu d'accueil qui sera, lui, ouvert au public, avec verger conservatoire, avec des mares pédagogiques, avec des choses comme ça. Donc là, un projet intéressant qui est mené en parallèle par la direction de l'urbanisme, donc la DEMU, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, mais tu nous le diras tout à l'heure. Voilà, la DEMU, voilà, la direction de maîtrise d'ouvrage urbaine, voilà, et la direction de l'écologie. Voilà le type d'aménagement qu'on va faire. Un autre projet de réhabilitation sur Feyzin. On est en pleine vallée de la chimie. Il y a un plan de prévention des risques technologiques qui fait qu'on aide et on finance industriels, État, collectivités, la protection des habitats, changement des menuiseries, blindage des vitres, pièces de confinement, etc. Mais il se trouve qu'on a certaines, et heureusement ça ne touche qu'une commune hein, sur les 10 de la vallée de la chimie, sur Feyzin, on a certaines maisons, c'est principalement des maisons, mais également des entreprises et des commerces qu'on a été obligés de racheter, démolir, enfin désamianter, démolir. Donc ça, c'est la direction du patrimoine métropolitain qui a fait ces travaux-là. Donc toute la déconstruction est réalisée. On voit là, c'est un lotissement. C'était un lotissement qui avait une vingtaine de maisons. Donc tout a été démoli, la route a été décroutée. Et ça, on le plante. Et on en fait des forêts urbaines. Donc ça, c'est une entreprise qui était là à peu près depuis 60 ans, gros bâtiment, dalles de béton. On essaye d'éviter ce qui aurait été simple et ce qu'on aurait certainement fait il y a 10 ans. On aurait chargé tout ça, on l'aurait mis dans des carrières et puis on aurait amené de la terre qui vient de très loin. Là, on essaye plutôt de travailler avec les sols en place qui sont dynamisés. Et ça, c'est la direction Nature et Fleuve hein, qui fait les travaux. Donc ici, il y a eu du décompactage, de l'amendement, de l'apport d'humus, semis d'engrais verts. Et on voit des résultats en fond de parcelle qui sont à peu près corrects. On a des herbes qui sont grandes. Et devant, là, on était vraiment sur la dalle du bâtiment. C'est loin d'être satisfaisant. On est vraiment sur de la végétation qui est très rase. Donc on recommence cette année avant de planter. Et on s'assure de pouvoir planter dans des bonnes conditions. Voilà le type de plantation. Ça, c'est les premières parcelles qui avaient été plantées il y a 2 ans. On a évidemment de la casse, hein, comme dans toutes les plantations forestières. Un petit peu moins qu'au niveau national. On est à 80% d'échecs sur 2022. 2023, ça ne va pas être bien mieux en plantation forestière à l'échelle de la France. Nous, ici, sur Feyzin, on est à peu près à 50% d'échecs. On a des essences, par contre, qui poussent très bien. Vous voyez, là, les peupliers blancs, enfin, on a des choses qui ont été plantées. C'est du jeune plan, du plan forestier, et ça fait maintenant 2 mètres, 2,50 mètres. Autre restauration, là certainement le pire ruisseau de la métropole. Et là on est aidé par l'agence de l'eau. Et l'agence de l'eau me disait c'est certainement le dossier de renaturation le plus important actuellement sur le bassin du Rhône. Alors que ce ruisseau-là ne fait que 3 km et que c'est un tout petit ruisseau. Donc la Rise, quand on est à droite de la diapo, on est sur des cygnes. On est dans un état qui est correct. On va essayer de l'améliorer, mais on est relativement correct. Et on rentre dans Vonvelin, ici, zone industrielle. Et là, le ruisseau disparaît dans un gros tuyau en béton sur 800 mètres et ressort dans un état assez incroyable de pollution. C'est un ruisseau où il y a très peu d'eau. On a 20 cm d'eau, pas mieux. Mais on a entre 80 et 1,20 m de boue, de sédiments pollués aux hydrocarbures et aux métaux lourds. Donc voilà à quoi ça ressemble. Au mois de mai, on a fait passer un scaphandrier pour regarder un petit peu ce qui se passait dans la partie qui était busée et dans les 2 alimentations, enfin dans les 2 réseaux d'assainissement d'eau pluviale qui traversent la zone industrielle.
Et le scaphandrier, pourtant, quand on envoie des scaphandriers, c'est jamais pour les travaux les plus simples. Sinon, on envoie des hommes grenouilles ou des sirènes. Mais là, c'est... et il n'en revenait pas. Vraiment, ça a été particulièrement difficile. Donc, il a prélevé. On sait à peu près les polluants. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est quelles entreprises polluent. Sur la zone industrielle, on a un peu plus de 600 entreprises. On en a identifié 161 susceptibles de polluer. Mais on ne sait pas si sur les 161, on en a 3 qui polluent, on en a 25, 50, 100 ou 161. Donc elles sont actuellement toutes investiguées, enfin les 161 sont investiguées pour essayer de regarder ceux qui rejettent, où ils le rejettent, leur demander poliment dans un premier temps, parce que certains polluent sans le savoir. Hein. Il faut bien voir que c'est une zone industrielle qui est ancienne. Donc l'industriel qui est là aujourd'hui a peut-être acheté à quelqu'un qui avait déjà acheté avant. Donc il y a peut-être des gens qui polluent sans le savoir. Et il y en a qui le savent très certainement. Donc il faut vraiment qu'on identifie ça. Ça ne sert à rien qu'on fasse tous les travaux qu'on veut faire si on continue de polluer. Il y avait déjà des choses comme ça qui avaient été faites il y a à peu près 25 ans, où on avait curé l'aval. Ça n'a servi à rien. Évidemment, la pollution arrivant, elle se redéposait immédiatement. Donc on est vraiment sur des chantiers qui sont très très lourds. Donc je vais peut-être revenir, pas vous dissiper avec cette hirondelle. Voilà. Donc ici on en a profité pour faire une concertation assez intéressante. On a travaillé avec les habitants du quartier, on a fait 5 ateliers. On a travaillé avec des scientifiques de l'INRAE, CNRS, le NTPE, de façon à connaître un petit peu les attentes des gens, voir comment nous, on peut intégrer les attentes dans ce projet de renaturation. Et ça, c'est des travaux qui vont commencer dès 2024 pour une partie. Des plans d'action, on a certains plans d'action sur certaines espèces. Quand on choisit des plans d'action, c'est plutôt des espèces un petit peu parapluies. Quand on protège l'hirondelle rustique que vous avez ici, c'est vraiment pour faire quelque chose sur toutes les espèces qui vivent, qui nichent dans l'habitat. Que ce soit l'autre espèce d'hirondelle qu'on a chez nous, que ce soit les espèces de martinets, que ce soit également les moineaux, les rouges-culs à front blanc, etc. Cette espèce-là, donc hirondelle rustique, il y a quelques années, moi je l'ai baguée dans les villages de la Côtière de l'Ain et sur le début de la Dombe, et on avait des populations de 150, 200 par petit village. Aujourd'hui, sur la métropole, on a 150 couples sur les 159 communes. C'est la catastrophe. Les hirondelles, ce qu'on appelle les hirondelles de fenêtre, c'est un petit peu mieux, mais guère mieux. Donc on a vraiment besoin d'agir de façon très très forte. Sur les martinets, autre problématique, on a déjà perdu 40% de nos populations de martinets, donc il est plus que temps d'agir. On a un plan d'action sur les œufs d'Icnem. Voilà, je ne vais pas tous vous les passer, mais l'idée, c'est chaque fois qu'on fait quelque chose, on se focalise sur une espèce, mais vraiment sur tout le milieu qui va concerner, passant à que ça bénéficie au plus grand nombre d'espèces possibles. Alors maintenant, et voilà, ça c'est la question préférée du journaliste, hein, c'est est-ce que vous allez tenir votre feuille de route? Est-ce que vous arriverez à planter les 300 000 arbres, tati tata? Et qu'est-ce qu'il faut planter avec les canicules? Est-ce qu'il faut planter des oliviers et des palmiers voilà. Donc, on n'a pas de dogme pour l'instant. Il faut qu'on plante, à mon avis, le plus possible des espèces régionales, parce que c'est elles qui rafraîchissent le plus l'atmosphère. Quand il fait chaud, nos espèces, elles évapotranspirent, alors que des espèces très xérophiles vont au contraire, et c'est vraiment leur adaptation, dès qu'il fait chaud, fermer les stomates et ne plus évapotranspirer. Donc on ne bénéficie que de l'ombre, pas de l'évapotranspiration. Donc par contre, on a certains endroits, on sait très bien que si vous mettez des tilleuls, des frênes, des érables dans des endroits très minéraux, on va avoir de l'échaudure et on part à la catastrophe. Donc il faut vraiment qu'on regarde ce qu'on plante. On entame là un travail avec le CEREMA pour essayer de définir les gammes végétales qui vont être plantées par la métropole, parce que je pense que les pépiniéristes ont besoin de savoir ce qu'on va planter. Et puis voilà, et puis quelle taille on va planter. Ça c'est important. Jusqu'à maintenant on plantait principalement du 20-25. Est-ce qu'il ne faut pas redescendre
les tailles un petit peu en dessous de façon à avoir des meilleures reprises? Si oui, encore une fois, ce que je pense moi, mais de façon très, très instinctive, hein, est-ce qu'il faut planter du 18-20, du 16-18, du 14-16, voire encore plus bas? Donc c'est vraiment là, nous, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir l'annoncer aux pépiniéristes. Mais par contre, moi, ce que j'attends des pépiniéristes, c'est qu'ils nous disent d'où viennent les arbres. Quand on achète des arbres en pépinière, alors ce n'est pas vrai pour toutes les pépinières, on a un peu une pépinière d'exception dans la région, ce sont les pépinières soupes, hein, qui maîtrisent la totalité, hein, ils vont du semis, ou la greffe, ou la bouture, ou la marcotte, jusqu'au gros sujet. Mais quand vous achetez des arbres en 20-25 dans une pépinière française, allemande, italienne, là où vous l'achetez, lui l'a acheté dans une pépinière qui a fait la tige, qui l'a acheté dans un pépiniériste, chez un pépiniériste qui a fait la reproduction. Vous plantez des pins sylvestres, vous ne savez pas si à l'origine ils venaient d'une tourbière d'Allemagne du Nord où ils poussaient dans un pH de 4, 4,5, ou si au contraire ils étaient dans un endroit, dans une carrière de craie avec des pH de 9 ou 10. Et quand on les ramène sur Lyon, et on a des échecs sans arrêt. Et vraiment, cette traçabilité des arbres, moi, c'est vraiment quelque chose qui va être très important. C'est quelque chose que les forestiers font, le savent. Quand vous achetez des plants forestiers, vous savez d'où viennent les semences. Et ça, c'est vraiment la chose, moi, que j'attends des pépiniéristes. Et voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au mieux. Oui, allez. Alors, je ne sais pas s'il y a des micros. Oui, mais je suis âgé et j'entends mal. Non, mais c'est surtout parce que c'est filmé. Et sinon, les gens ne vont pas pouvoir vous entendre. Merci. J'avais une question à la fin. Vous avez parlé de donc le travail que vous allez entamer avec le CEREMA. Est-ce que c'est un peu la même chose que ce qu'ils ont fait à Metz, la liste Oui, Sésame, tout à c'est fait, ça? oui, c'est ça, oui. Alors, Ok. sauf que la liste ne sera pas la même, évidemment. Les contraintes écologiques de Metz ne sont pas les nôtres. Mais effectivement, c'est bien ça. Est-ce que vous savez si toutes les grandes villes sont en train de faire ça ou si vous êtes encore dans les villes pionnières? Alors, moi j'espère effectivement que les villes le feront parce que ça devient tellement compliqué maintenant et on ne peut pas se permettre des échecs permanents. Même si effectivement les entreprises nous doivent la garantir, remplacer des arbres, on ne peut pas remplacer des arbres en permanence. On a vraiment besoin de s'assurer le plus possible de la reprise. Donc nous, cette liste-là, elle sera valable pour nous, elle sera valable pour les sociétés publiques locales, hein, la SPL Confluence, la SPL Pardieu, la CERL. Elle s'imposera également au Citral. Hein. Énormément de plantations. Là, on a 3 lignes de tram qui sont en train de se réaliser. Donc c'est le Citral qui va faire les plantations et qui devra travailler effectivement avec les listes qui seront produites par Sésame. Voilà, je vous ai tous bien saoulés. Ah, Revenir un petit peu plus en arrière sur votre présentation, vous parliez de plantation de haies, de plantation de boisements, de choses comme ça. La question, c'est aussi pas seulement de se limiter à la réalisation, mais aussi de suivre l'entretien. L'entretien, c'est peut-être 80% de la réussite d'un projet quand il s'agit de plantation. Est-ce qu'il y a un suivi sur ces projets-là? alors bien évidemment, alors sur les boisements, on est sur du foncier métropolitain, c'est les services qui le font. Sur le marathon de la biodiversité, c'est un dispositif qui appartient à l'agence de l'eau. On a un cahier des charges. On plante, on entretient pendant 2 ans et le propriétaire chez qui on a planté s'engage à les entretenir pendant 25 ans. Alors effectivement, peut-être que dans 20 ans, l'agriculteur aura vendu, ce sera un autre, ça va être difficile à suivre. Mais voilà, on essaye quand même d'assurer effectivement ce suivi derrière. Oui. Et ça, c'est effectivement important. Quand on plante pour le plus longtemps possible.
Pour l'avoir fait par le passé dans une collectivité autour de Caen, j'avais planté peut-être 10 000 jeunes plants, des petits comme ça. Ben, derrière, ils ont tout passé au rotophile. Il y en a peut-être 70% qui ont crevé. Ah oui. Il en reste. Oui, bien sûr. Donc, nous, systématiquement, sur chaque chantier de plantation de haies, il y a la signature d'une convention qui engage le propriétaire. Tout à l'heure, vous disiez par rapport à la grosseur des arbres que votre intuition vous disait plus petit. Est-ce que vous avez 12-14 ou 14-16? Non, mais c'est vraiment là. Mais en plus, je comprends tout à fait l'attente des pépiniéristes. On a augmenté de façon très importante ce qu'on achète. On a vidé un petit peu les stocks. Il faut vraiment qu'ils produisent. Et pour un pépiniériste, il faut qu'ils se disent, bah voilà, je vais cultiver juste. Et ça veut dire ces rotations dans les cultures, les tailles et tout, c'est important. Donc il faut vraiment qu'on voit. On est en train de regarder, et là-dessus, encore une fois, le service Nature et Fleuve plante toujours du 20-25 par endroit. On vient de faire une plantation sur Chassieux, donc tout près d'ici. Il y a un peu plus de 3000 arbres qui sont plantés. Donc on a du plan forestier dans le cadre du marathon de la biodiversité. Et sur la suite, sur les arbres d'alignement, ce sont des arbres qui sont en 16-14 et 14-18 et des CP en 2 mètres, 2 mètres 50. Donc on a redescendu ici. Et il faut qu'on voit, on peut difficilement décréter. C'est difficile d'imaginer ce que sera le climat dans 5 ans. Et les pépiniéristes maintenant, ce qu'ils veulent, c'est savoir ce qu'on va acheter dans 5 ans, dans 10 ans. C'est ce pas-là qui n'est pas facile. Ouais, mais est-ce qu'aujourd'hui, sur des forces plus petites, vous avez des meilleurs résultats par rapport à la reprise, par exemple? Alors, parce que moi, je pense aux contraintes qu'on a par rapport à l'eau. 16-18, quoi. Pour moi, c'est énorme. Ah oui. Alors nous, sur la reprise immédiate, pour l'instant, malgré des étés qui sont secs et caniculaires, on est toujours à 3 ou 4% d'échec. C'était ce qu'on avait déjà précédemment, parce que c'est arrosé. On avait négocié avec la préfecture, enfin la DDT, parce que rappelez-vous, à une époque, on pouvait arroser que la nuit. Donc on avait négocié, c'était il y a 2 ans, de façon à ce que les collectivités puissent arroser quand même pendant la journée. On peut arroser jusqu'à midi. Ce qui n'est pas simple pour les entreprises, ça veut dire que quand on plante de façon aussi importante qu'on l'a fait, ça veut dire des rotations de camions, ça veut dire des agents qui sont derrière, qui arrosent, mais ça nous permet quand même de faire ce suivi. Donc la reprise, elle est plutôt bonne. Là où on a des échecs, nous, c'est sur des arbres qui ont une dizaine d'années. Donc là, on a pas mal de casses ici. Et là aussi, on fait un travail, encore une fois avec le CEREMA, mais également avec l'INRAE, pour essayer de comprendre pourquoi. Donc quand le service abat les arbres, quand ils sont dessouchés, il y a des scientifiques qui viennent et on va essayer de comprendre pourquoi. Est-ce que c'était la qualité de la terre? Est-ce que c'est un problème de fourniture d'arbres? Enfin, voilà. Encore une fois, on ne peut pas travailler comme ça, simplement avec le flair. Et voilà. Mais parce que c'est vrai que c'est les questions qui reviennent sans arrêt avec la sécheresse, avec les canicules, les arbres meurent. Voilà, est-ce que c'est vraiment intelligent de continuer à planter alors que les arbres meurent? Non, nos arbres, ils ne meurent pas. Pas tout de suite. Mais pourquoi ça meurt après? Ça, c'est important. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Bonne fin de salon.